De présenter visuellement à mes frères compatriotes congolais ici présents. C'est la deuxième fois que je participe donc à cette rencontre. Pour ne pas perdre trop de temps, je vais essayer de résumer ce que j'avais présenté la dernière fois. Bon, voilà. Ça, c'est le titre du livre qui va sortir dans 2 ou 3 semaines. Et cette réflexion-là, je ne peux plus revenir sur les raisons ou tout le constat, les diagnostics qui ont été évoqués, tout le monde les maîtrise. Donc je viens, moi, présenter ici les solutions à ces problèmes-là. On se retrouvera certainement avec d'autres personnes qui m'ont précédé, mais le but, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait avec ces outils? Donc ici, c'est une ébauche d'une solution institutionnelle adaptée au peuple d'Afrique noire. Alors, je parle de l'analyse, depuis l'indépendance jusqu'en 1986. Donc, qu'est-ce qu'on avait au début? Une dictature affirmée, organisée autour d'un parti unique, contrôlant tous les leviers de l'État. Et nous avons pour conséquence la prison, l'exil ou la mort, en cas de contestation de ce qui était mis en place, parce qu'il n'y avait aucune voix discordante qui était autorisée. Le contrôle de l'État aboutit à quoi? Au clientélisme, le passe-droit, centralisation des décisions. Ça, ce constat-là, tout le monde le connaît. Et puis de 91 à 97, nous sommes arrivés à une démocratie que j'appelle moi balbutiante, organisée autour du multipartisme, avec une gouvernance fondée sur la transparence. Alors, le problème, c'est qu'avec la démocratie, il est arrivé la création d'innombrables partis, où le pouvoir aujourd'hui est obligé de limiter à 55 aujourd'hui. La liste officielle que j'ai, c'est 55 partis au Congo. Avec un ancrage régionaliste, produisant des résultats mitigés. Pourquoi je dis mitigés? Parce qu'aujourd'hui, il y a au moins des gens qui s'expriment, même s'ils n'ont pas forcément les résultats de ceux qui s'y disent. Et puis, l'évolution depuis 1997. Parce qu'appelle ici, il y a une émergence de ce qu'on appelle ici la démocrature, c'est-à-dire une contraction de la démocratie et de la dictature. Donc, grosso modo, on est réparti aux pratiques des années 60-90. Tout ça s'est organisé autour d'un parti aux visées hégémoniques. Donc ici, il y a une fragilisation du lien social, assassinat d'opposants, prison, et puis tout ce que nous savons tous. Et puis la gouvernance, elle est fondée sur le népotisme, le tribalisme et l'impunité. Et ça, franchement, c'est un constat que tout le monde peut faire. Sauf que j'ai essayé de le formaliser pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Alors, le favoritisme, les passe-droits, corruption, injustice sociale, et nous savons tous qu'il y a beaucoup de nos parents et frères qui souffrent aujourd'hui au Congo. Alors, la vision des institutions, effectivement, comme vous pouvez le constater, j'ai identifié, comme l'a fait mon prédécesseur qui a fait la présentation, les grands, ce que moi j'appelle grands groupes politiques régionaux. C'est-à-dire qu'on peut reprendre le vocable de l'autre. Et là, nous avons des ethnies qui sont, qu'on peut stratifier au sein des groupes ethniques. On aura une gouvernance effectivement tournante et démocratique. Alors, conséquence, c'est la suppression des partis politiques, l'instauration d'un système politique équitable, des relations politiques apaisées, gouvernance tournée vers le résultat. Donc ça voudrait dire quoi? Il ne s'agit pas de mettre des gens à la tête du pays avec des casquettes de ministres ou de directeurs de services, mais c'est des gens qui seront évalués tout au long de leur pratique des fonctions qu'ils vont mener. Alors, les élections futures, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Donc je vais vous montrer quelques extraits ici du discours de Jacques Chirac en 1996 devant le Parlement congolais en juillet 1996.
Vous pouvez aller le lire. Hein. Moi, j'ai pris quelques extraits de ce discours-là. Extrait numéro 1. Moins qu'ailleurs, la démocratie ne s'y exporte, ne s'y plante, ne s'y décrète. Plus qu'ailleurs, elle doit s'y ressentir, s'acclimater, s'enraciner. Plus que jamais aussi, l'Afrique a besoin de la démocratie, source de stabilité, de confiance et de solidarité. Ça, c'est l'extrait numéro 1. L'extrait numéro 2. S'appuyant sur le même socle de valeurs intangibles, la liberté, la dignité, le respect de l'autre, l'égalité des hommes, le droit qui garantit, elle prend ici le visage du parlementarisme, là celui de la démocratie présidentielle, ici c'est le modèle centralisé qui s'impose, là c'est la structure fédérale, donc ça veut dire que la démocratie c'est d'abord des valeurs, et que comment les faire vivre, chaque peuple a fait son choix. Et puis l'extrait 3 il dit, le sage Solon, à qui l'on demandait quel est le meilleur système politique, répondait, pour quel pays, pour quel peuple, pour quelle époque. Donc aujourd'hui comme hier, la démocratie est plurielle. Et puis enfin, le quatrième extrait que je tenais à vous présenter, c'est, il disait ceci, l'Afrique politique de demain, celle que j'entrevois. C'est une Afrique qui, par son génie, en s'appuyant sur ses expériences, son histoire, sur ses valeurs de civilisation, écoutant son aspiration sincère, aura su inventer son propre modèle. Alors moi, c'est sur ce travail-là, c'est cette réflexion-là que j'ai mené, le travail que j'ai mené pendant de nombreuses années. Donc je veux continuer sur cette présentation-là. Et donc ici, bon, c'est un peu un schéma complexe, vous trouverez les articulations entre les différentes structures dans le livre, mais je ne peux pas rester là-dedans. Mais sachez que ce que j'ai mis président de la République et gouvernement, j'ai supprimé les partis politiques, donc il n'y aura plus de majorité parlementaire. C'est un gouvernement qui va travailler pour le pays. Les compétences seront sélectionnées et je vais vous montrer comment. Et le président de la République sera dépouillé de certaines prérogatives. Il sera un coordonnateur de l'action du gouvernement. Pour moi, le Premier ministre sera supprimé. Et ensuite, ce que j'appelle moi les grandes assemblées générales, mais ça rejoint effectivement le découpage qui avait été fait tout à l'heure. Et vous avez à l'intérieur desquels, en fait, les grands groupes politiques régionaux, ça décline les grandes assemblées régionales, à l'intérieur desquels sortiront sur un mandat de 8 ans. 8 ans pourquoi? Parce que je pense que sur une génération, on est en capacité de juger de la capacité de l'action politique qui a été menée par une génération précédente, par la génération la plus ancienne. Donc, comme je découpe le pays en 3 grandes régions, grands groupes politiques régionaux, donc un mandat de 8 ans, ça fait 3 fois 8, 24. Quand la boucle sera bouclée, on revient à 0, on a 24 ans, 24. Mais si on découpe le pays en 4, ce qui est possible aussi, c'est discutable, hein, ce sera des mandats de 6 ans. Donc il ne faut pas que ça dépasse une génération. Et puis ce schéma, je l'ai résumé en ceci. Alors, donc vous avez ici la présidente de la République et le gouvernement. Le chef du gouvernement, le président de la République, c'est lui qui coordonne l'action du gouvernement. Vous avez les autres institutions de la République, qu'on pourra imaginer, comme la Cour constitutionnelle, la Cour d'État, en fait, tout ce que vous savez. Et puis vous avez ici les grandes régions, les grands groupes politiques régionaux, à l'intérieur desquels on trouve des grandes assemblées régionales. Et ensuite, vous avez l'Assemblée, qui sont effectivement, j'ai décliné dans le livre comment on fait le découpage du pays pour trouver. Par exemple, en gros, j'ai donné un député pour 30 000 habitants. Donc ça nous amène au Congo de 5 millions d'habitants, à peu près à 133 députés. Et puis vous avez ici ce que j'appelle moi le comité de sélection de compétences, donc en ressources humaines, et de projets. Et l'UDIR ici, vous le verrez plus tard, c'est Unité de défense des institutions et de la République. C'est-à-dire que c'est une unité militaire qui ne dépend pas du ministère de la Défense, qui ne dépend pas non plus du président de la République, mais il dépend de ce que moi j'appelle ici du Conseil supérieur de la sécurité, Conseil national de la sécurité, et vous le verrez un peu plus loin. Bon, il y a des intersections entre les éléments. Et puis le Congo a été divisé, hein, comme je vous le disais, les grands groupes régionaux politiques, il y en a 3. Et d'ailleurs, Théophile Obenga l'avait bien décliné dans son livre qu'il avait écrit en 2001.
Donc, si le Congo ne peut pas suivre le pouvoir de Sassou, donc on pourra se séparer en divisant le pays en trois. Bon, ça tout le monde le sait. Donc, les grands groupes, ça sera 3. J'ai essayé de donner une indication, elle n'est pas totale. Ou en 4, on ne sait pas comment on va le faire, mais c'est possible. Ensuite, vous verrez que la tournante que je préconise, elle ne se limite pas à la présidente de la République. Elle va au-delà, depuis les communes. C'est-à-dire que dans un grand groupe régional, il y a ce que j'appelle moi des sous-groupes ethniques régionaux. Et à l'intérieur de la mairie, le mandat du maire sera exercé par les composantes qui sont ici. Si c'est 5 ans, ça va tourner. C'est-à-dire au bout de ces 20 ans, on revient à 0. Et quand je dis que ça va tourner, au prochain tour, ça ne veut pas dire nécessairement que celui qui viendra au groupe numéro 1, il va être détenu de celui qui était passé en premier. Non. Voilà. Et c'est vrai en mairie, c'est vrai dans les préfectures, c'est vrai à la présidence des régions, et c'est vrai à la présidence de la République. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, ici, moi j'ai défini un peu ce que j'appelle moi, parce qu'il y a des enfants, puisque quand on fait un découpage administratif, il faut bien identifier les individus. Alors, moi je fais un découpage, un rattachement administratif qu'il faut opposer au rattachement affectif, parce que les gens ils confondent tellement les choses, parfois à un moment donné. C'est un travail administratif, je ne vais pas trop insister là-dessus. En fait, ici, je dis par exemple un enfant qui est né dont les parents sont de même ethnie, l'enfant prend automatiquement l'ethnie de ses parents. Ça ne pose aucun problème pour ça. On lui délivre un acte final. Mais si les deux parents sont d'ethnies différentes, qu'est-ce qui se passe? Soit les deux se mettent d'accord avant la naissance de l'enfant, ou ils ne se mettent pas d'accord. S'ils se mettent d'accord avant la naissance, il y aura un choix, soit l'ethnie de la mère ou de son père. Et s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est à la majorité que l'enfant doit choisir. Parce que le choix, il va de la pertinence, les institutions seront mises en place. Parce que ça aussi, pour ceux qui s'en souviennent, nos anciens avaient sur leur acte de naissance la coutume. Il faut bien s'en souvenir, ça n'a jamais posé de problème. Et le travail que je fais, comme c'est un travail pour qu'il y ait une équité entre les citoyens, donc l'identification des citoyens, pour moi c'est un critère, c'est un élément très important. Ensuite, nous avons comment définir les projets, parce que ici, les régions seront appelées à élaborer ou à préconiser ce dont elles ont besoin. Voyez. Donc au sein des assemblées, des grandes assemblées régionales, il y aura des schémas, des spécialistes qui vont être pour définir les schémas directeurs de projets régionaux. Il y aura un système d'évaluation et de validation. Et ça sera intégré au niveau budget national par un arbitrage qui sera fait par le chef du gouvernement et son équipe. Et on fait les réalisations, on contrôle. Et il en est de même pour les compétences, c'est-à-dire que ce soit le ministre, que ce soit le responsable des régions, que ce soit dans la haute administration. Si demain, on ouvre les postes, on considère qu'on va faire 10 ministères pour le pays, ou 13 ou 15, peut-être aujourd'hui 60, on n'en sait rien. Mais tous ceux qui seront, les postes qui seront mis à concourir, chaque candidat devrait être en capacité de venir défendre pourquoi il est le meilleur devant un comité de sélection qui pourra être composé soit de Congolais à 100% ou un mixage avec des experts extérieurs étrangers pour qu'on puisse évaluer les candidats, sélectionner les meilleurs et les affecter dans leur service et ensuite on les intègre et on suit son travail. Parce qu'à la fin, il va falloir que la personne puisse exercer ses tâches de telle sorte que à la fin, lorsqu'on va évaluer le résultat qu'il a fourni, que les gens soient contents ou pas contents. Bon, mais tout ceci ne peut marcher que sur un socle commun, parce que c'est très important, quand nous voyons ce qui se passe, ou ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, ou voire même un peu plus en avant en Algérie, où lorsque le fils est arrivé, avait gagné les élections, ils ont tout fait pour écraser l'avènement du fils au pouvoir. Pourquoi ? Parce que ces gens, ils avaient l'intention de mettre la charia. Donc c'est pour ça que, pour éviter ce genre de confusion,
Moi, j'ai défini ici ce que j'appelle moi le socle commun. Qu'est-ce que nous avons en partage? Donc, en dehors de la laïcité, l'interlocution, la communication, les échanges, la tolérance, le respect. Et ceci, je les ai déclinés un peu ici pour essayer d'expliquer un peu en profondeur qu'est-ce que ça comporte. Ça veut dire que demain, n'importe qui sera à la tête du pays, ces valeurs-là, il doit d'abord les porter. Et ça sera diffusé à l'école, depuis le primaire, sur le fond même la maternelle, etc. Donc vous avez ici la déclinaison de tous ces points-là. Et tout ça, ça doit être défendu. Alors, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'unité d'élite pour la défense des institutions et de la République, c'est vraiment une unité composée de 3000 hommes qui viendront de chaque groupe ethnique, groupe politique régionaux. Et j'ai essayé ici de définir comment déterminer le nombre. Parce que là, c'est les 3000. Il y aura un nombre fixe pour toutes les régions, 500, et les 1500 qui restent, proportionnellement à la composition de la région. Voilà. Je me présente donc Dieudonné Babakana, le frère Bété qui est à côté me connaît bien puisque on est né, on a grandi dans le même quartier à Poto-Poto. Et j'ai été très ravi d'avoir cette invitation dès lors que j'ai su qu'il y avait un dialogue, échange par rapport aux institutions futures de la République, initiées par les jeunes, Ningwa, Nyayuku. Et j'étais très ravi, justement, de prendre part à ce débat. Mes chers compatriotes, je dirais simplement que, très jeune, à l'âge de 24 ans, ingénieur des travaux publics, je suis arrivé, c'était à l'époque de la RNTP, c'est nous qui avons assuré la relève des derniers blancs qui partaient, qui étaient des chefs d'arrondissement. Donc j'ai été chef d'arrondissement du centre, du nord et de l'ouest. Du centre avec résidence à Brazzaville, du nord avec résidence à Owando. Et à cette période-là, c'est moi qui ai fait la route Owando-Obuya à l'époque, parce qu'il fallait la bitumer cette route. Et j'ai été également chef d'arrondissement dans le Kouilou, à Pointe-Noire, à l'hôtel Otino. C'était Montol qui était ministre à l'époque des Travaux publics et Jean Galimoni, directeur général de la RNPP. Très jeune, puisque je n'avais que 24-25 ans, en 1976, le président Marien Ouabi m'appelle à l'état-major pour me dire « Dieudonné, tu vas prendre la relève à l'OCH parce que Bakansi est en difficulté avec une commissaire qui était syndicaliste et tout. Il fallait aller remettre de l'ordre là-bas. Au garde à vous, je suis allé, j'ai accompli la mission qui m'avait été confiée. Par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura le président Ouabi, vous savez ce qui est arrivé. Yombi Opango passe au pouvoir. Je le connais parfaitement puisque j'étais à Owando comme inspecteur des travaux publics. Et je suis donc nommé comme directeur de cabinet du colonel Bima, qui fut ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. J'ai travaillé avec lui. Et puis, quelques années après, le président Sassou reprend le pouvoir. Il m'appelle, il me dit « Dieudonné, j'ai un programme complémentaire à faire. 600 logements à construire à Mokondo, tu peux me les faire ?» « Oui, chef. » Au garde à vous, je suis allé. J'ai accompli également cette mission. J'ai construit donc le quartier de Mokondo. Et par la suite, j'ai occupé des fonctions multiples, notamment je suis resté directeur de cabinet à la mairie avec plusieurs maires pendant 5 ou 6 ans, jusqu'à Kolela. J'ai été directeur à l'INA Congo et j'ai été directeur à la TC. Donc je connais le système, puisque je suis un enfant du système, j'y ai grandi. Et nous en arrivons là, avec tout ce que nous avons connu.
au seuil de mes 70 ans aujourd'hui. Je voudrais dire une chose. L'initiative déjà en elle-même est vraiment louable. Et nous voulons tous réellement apporter quelque chose. Parce que nous sommes un jeune pays au fond. L'indépendance est seulement en 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, c'est vrai, ça fait, si on fait le calcul, je crois 59 ans. C'est à peu près ça. Donc, juste la maturité. La maturité, parce que c'est à cet âge-là qu'on commence vraiment à prendre conscience des choses. Et c'est notre cas. Donc, c'est dire que l'initiative est vraiment louable, mais il faut dépassionner le débat, voir les choses en réalité, pour voir qu'est-ce qui ne va pas réellement, pourquoi nous en arrivons réellement là, à ce point-là. Parce qu'il se sont passées des choses terribles dans notre pays, tout le monde le sait. Et c'est pas fini. Vous voyez le spectacle aujourd'hui de ces Congolais qui sont affamés, des mois durant qui n'ont pas de salaire. Comment font-ils pour vivre? Je pense que vous tous ici, vous avez au moins des parents qui vous appellent le Brazzaville. Mais c'est horrible ce qui se passe. Donc il faut vraiment réagir. Nous sommes obligés de réagir. Nous ne pouvons plus rester tranquilles dans notre coin pour dire « moi, le temps est passé, je ne veux pas avoir des problèmes, je n'ai plus rien à dire ». Non. Il faudrait que nous agissions réellement. Et c'est pour cela que je dis que cette initiative est vraiment louable. Alors, pour ne pas être trop long non plus, puisque les interlocuteurs qui m'ont précédé ont dit des choses très très intéressantes, je pense que je vais y apporter simplement un complément pour dire d'abord quelles sont mes préoccupations. Parce qu'il y a des choses que moi je n'arrive pas à comprendre. Il y a ici des constitutionnalistes, j'ai vu, il y a toutes les compétences. Nous avons des compétences élargies. La matière grise, il y en a. Mais comment ce petit village-là, 3 500 000, peut-être 4 millions d'habitants, comment on ne peut pas gérer un petit truc comme ça? Pourquoi on en arrive là réellement? C'est tellement choquant, c'est tellement humiliant, que vraiment, on est là, baba, quoi. On ne comprend rien. J'ai un compatriote qui était à Brazza, qui est resté 1 mois. Quand il est rentré, il m'a vu, il me dit « Vieux, à Brazzaville, c'est terrible. » Je lui dis « Quoi ?» « Mais tu sais, nous, à Bakongo, là-bas où je vivais, les enfants, comme ils ne mangent pas toute la... Il n'y a plus qu'un repas dans la journée, hein, le soir. Il y a juste un repas le soir. Comme ils ne mangent pas, les enfants, en fait, ils ont des problèmes. Mais quand un enfant se plaint, son frère qui est à côté lui dit « Si tu n'y arrives pas, meurs seulement. » Voilà le slogan qu'il y a à Brazza maintenant là. Mais vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut réagir. Même si cette réaction ne produit pas des effets immédiats, mais elle est vraiment utile et indispensable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je vous ferai part de mes préoccupations. Mes préoccupations se résument en ces termes. D'abord, nous avons un État qui est en faillite. L'État est en faillite, c'est un problème de gestion. On a géré quand même ce système-là, mais être dans une situation aussi calamiteuse, c'est du jamais vu, quoi. Il y a quoi, 28 000 fonctionnaires, quelque chose comme ça. Mais comment on ne peut pas payer les salaires? Et si, pourquoi on ne peut pas payer les salaires? Parce qu'il y a des salaires fictifs, des gens qui n'existent nulle part. Il y a des gens qui sont morts depuis longtemps. Il y a des avancements illicites. Les gens, avant de partir à la retraite, puisqu'ils sont dans le camp du pouvoir, pouf, on augmente les échelons. Et la masse salariale est terrible. Et hier, je suivais encore Mongala qui parlait à la télévision pour dire qu'il y a des salaires qu'on va augmenter, je ne sais pas quoi encore. Vraiment. Une gestion calamiteuse. Le Congo n'a jamais connu une situation comme ça.
C'est incroyable. Plus d'une année cumulée des salaires des gens. Mais il y a un frère qui l'a dit ici, mais comment ils font pour vivre? Et le lendemain matin, ils doivent aller travailler. C'est quoi cette affaire-là? Donc, il y a cet État qui est en faillite. Donc, pour cela, il faut une reprise immédiate. C'est pour cela qu'une transition véritablement s'impose. Ces problèmes d'élection, machin, les termes et tout. Une transition s'impose. Il faut rétablir une situation de gouvernance possible. Donc là, vraiment, on ne peut pas tellement discuter là-dessus. Elle s'impose naturellement. Alors, donc, nous disons aujourd'hui, je crois qu'à l'unanimité, on le reprend, que les institutions sont obsolètes, qu'ils ne fonctionnent plus, et cela depuis fort longtemps. Je crois que les institutions ne fonctionnent plus depuis fort longtemps. On nous a dit, ici, le premier intervenant, je crois que c'est le frère qui était intervenu tout en premier. J'ai dû noter ça quelque part. Ouais, non, c'est le frère Bakunda Mpele qui a parlé de la Constitution, de la manière dont finalement cette Constitution avait été bâclée, parce que celui qui était chargé de le faire n'avait pas le pouvoir de le faire. Il était sous les ordres, il devait faire ce qu'on lui demandait de faire. Donc, vous voyez, nous avons une Constitution qui est donc obsolète, qui ne correspond pas à nos réalités. Mais ce volet, moi je préfère le laisser aux spécialistes. Nous avons des constitutionnalistes avérés qui sont très compétents, puisqu'ils exercent même ici en Europe, donc ils sont compétents, qui pourront nous sortir quelque chose de convenable selon les vœux qui sont les nôtres. C'est pour cela que moi je veux aller directement aux vœux, ce que je souhaiterais voir pour ce pays-là. Alors, il y a aujourd'hui, il faut le dire, c'est la réalité, qu'il y a une dictature implacable, il y a un peuple complètement bâillonné et apeuré, il est affamé à l'extrême. Voilà le tableau. Ce tableau-là, on ne peut pas le nier. Il est là présent. Nous devons prendre conscience de ça. Ensuite, donc, il s'impose de manière pressante même cette transition-là. Et il faudrait une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience qui passerait, à mon avis, par une nouvelle conférence nationale. Parce que pour remédier à un mal, il faut faire un diagnostic. On ne peut pas étouffer le diagnostic. Il faudrait que les gens témoignent de ce qui s'est réellement passé, parce que nous avions une dette qui s'échelonne sur 25 ans ou plus, pour des infrastructures, on ne sait même pas s'ils seront encore là dans quelques années, et que les générations futures doivent payer. Donc il faut réellement un diagnostic. Et s'il y a des fonds, comme on le dit dans les réseaux sociaux, que les gens ont planqués je ne sais pas où, il faut qu'on les récupère. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est pour le pays, pour refaire le pays. Mais nous sommes obligés de passer par une étape où il y aura une conférence. Donc, une transition, bis repetita, une conférence. Et, à mon avis, les problèmes institutionnels tels que nous les avons évoqués, tous les vœux qui sont présentés ici, devraient être traités par une commission qui serait mise en place par cette conférence-là, parce que cette commission aura l'expertise nécessaire pour élaborer en fait les nouvelles institutions, le contenu des nouvelles institutions. Parce qu'il faut des constitutionnalistes, des gens qui connaissent parfaitement les choses, comment ça se passe, et en prenant en compte les vœux qui sont les nôtres, nous sortir quelque chose qui correspond à la taille de notre pays et qui correspond parfaitement aux besoins qui sont les nôtres. Parce que nous sommes dans une situation
de contrat de la République. C'est le jeune Amédée qui l'a dit, qui est avocat, que nous avons un contrat de la République. Le pays est petit. Les gens qui sont dans les contours là, ils resteront toujours là, et leurs descendants également. Donc c'est ce contrat de la République là qu'il faut préserver. Mais il faut le faire maintenant. Donc, la transition devrait mettre donc en place un outil de travail central par le truchement donc de la grande commission qui va élaborer le contenu des nouvelles institutions devant s'articuler. Alors, moi je propose particulièrement le principe d'une assemblée constituante. C'est différent de l'Assemblée nationale. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai même vu que lorsqu'il y a eu les dernières élections pour constituer l'Assemblée, on va prendre, parce que quelqu'un est dans le PCT, il est dans la cuvette, on va le présenter à Kindamba comme député de Kindamba. Mais comme il est du PCT, il sera élu à Kindamba, lui pour représenter les intérêts des gens de Kindamba. Ça, c'est honteux. C'est des choses qui ne doivent pas exister, ça. Parce que lorsqu'on veut gouverner, c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre de ceux qui veulent gouverner. On gouverne, ce n'est pas des machines, c'est des hommes. Ils ont leurs problèmes. C'est les gens qui sont dans leur cité, qui connaissent ces problèmes-là, qui doivent être à l'Assemblée. On ne doit pas avoir une assemblée fictive. Des copains, des amis qui se retrouvent parce qu'on est dans le parti. Bon, toi tu es là-bas, toi tu leur donnes des morceaux, non. Je crois que c'est le jeune Babela qui a présenté un truc auquel j'adore totalement. Il faudrait une assemblée constituante, c'est-à-dire que ça part de la base jusqu'en haut, et il y aura des élections naturellement à chaque stade pour qu'il y ait une assemblée qui prenne en charge véritablement le fonctionnement du pays. Les constitutionnalistes sont capables de nous mettre en place une telle organisation. Nous verrons avec eux. Et de cette assemblée également, on n'a pas besoin des votes, de faire des élections et tout. Les élections, c'est la triche organisée. Il n'y a aucun pays, vous voyez, que ce soit en Argentine, au Brésil, partout, dès qu'il y a élection, on a triché. Là, aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, j'ai discuté avec encore un jeune Guinéen, puisqu'Alpha veut un 3e mandat, et les gens disent, mais les fiches électorales là, mais c'est de la tricherie. On fait des fiches qui n'existent pas. Les élections, c'est la tricherie. Dassault a été maire de sa ville toute sa vie parce qu'il payait ses électeurs. Bah, ici, à côté, là, notre ami qui est en prison, là, bah, voilà, il paye les électeurs. Donc, les élections, on n'a pas besoin. Par contre, dans les chambres, il y a des organes qui seront là, qui sont délégués par le peuple, qui se chargeront de ça et qui nous sortiront des institutions. Point barre, un gouvernement, un président. Comment font les curés, là, les cardinaux, quand ils votent le pape? Le pape n'a jamais été contesté dans le monde. Il est pape, point barre, et puis, mais il a été voté par le cardinal. Mais entre-temps, il y a toute une échelle. Nous voulons que le pays soit gouverné et par les représentants de ce pays-là. Les petites querelles, là, c'est fini. On était des enfants, on était des gamins, on s'est battus entre nous, on s'est même entretués, c'est bien gentil, terminé. Passons à une autre phase. Donc, la proposition, c'est, pour moi, la proposition majeure, qu'il y ait une véritable assemblée constituante et avec les organes comme ce que Babela nous a présenté là, vraiment, on peut faire ensemble en sorte que nous ayons un gouvernement. Mais l'esprit du gouvernement, le gouvernement, c'est des personnes qui vont gouverner. Mais naturellement, il y aura une échelle de commandement. C'est-à-dire s'il y a un président, il y a un premier ministre, il y aura des attributions qui seront définies. Et l'idée, c'est que c'est l'homme qui est au centre de tout ce que nous voulons faire. Il n'est pas immortel, il meurt. Donc on n'a pas besoin de 5 mandats pour faire quelque chose. On a un mandat bien défini. Les gens font ce qu'ils ont à faire. Lorsqu'ils ont terminé, on passe la main aux autres parce que ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas votre propriété.
Et ça tourne comme ça. Maintenant, les anciens chefs, là, les présidents, les premiers ministres, peut y avoir une chambre constitutionnelle ou quoi, où ils sont casés là-bas, puisqu'ils sont jeunes, ils vont encore travailler. Oui, ils pourront voir les lois, pour voir la conformité des choses. Mais il faudrait qu'il y ait un esprit où on dit que le pays doit être géré de manière collégiale. Il faudrait qu'on soit ensemble, qu'on arrête de s'entretuer, de se bagarrer, de se disputer. Les autres ont tout, les autres n'ont rien. Mais c'est quoi? Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, pour ma part, c'est que une assemblée constituante, une transition qui s'impose, c'est le départ. Après, une commission, pendant cette transition, qui va travailler sur les institutions. Et lorsque cette commission est mise en place, les institutions prendront par la suite le jour et il y aura de nouveaux gouvernements qui sont mis à plat, mais suppression totale des partis. Plus question de... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai été dans le système, je suis un enfant du système. J'y suis resté une trentaine d'années, je sais comment ça fonctionne. C'est comment ça fonctionne, cette affaire du parti. Parce que si vous avez gagné, il faut d'abord récompenser les gens du parti qui ont été fidèles. Mais est-ce que c'est les plus compétents? Est-ce que c'est eux qui vont faire fonctionner le pays? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ces affaires-là, c'est les affaires des Blancs. Eux-mêmes, ils n'arrivent même plus à gérer ça. Regardez le pauvre petit qui est là, il est obligé de se promener dans tout le pays pour expliquer. Mais ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas son affaire. C'est une république quand même. Il passerait, il y a eu des gens avant, et il y en aura des gens après. Mais pourquoi le pouvoir d'être concentré sur un seul individu, comme si c'était son affaire? Le pouvoir doit être le pouvoir du peuple. Il faut remettre les choses au peuple. Mais nous savons, et je le dis toujours, les leaders, on les connaît. On est ici ensemble, on connaît les leaders. Hein. Si on veut faire quelque chose, on dit qui va être le porte-parole. On ne va pas mettre une heure, on saura qui va être le porte-parole. On le met porte-parole, point barre. On a besoin d'une élection pour ça. Mais on le nomme. Mais dans la chambre constituante, les organes qui seront en place, ils seront capables de nous sortir un gouvernement avec une équipe bien constituée, mais où toute la nation est représentée. La représentativité nationale. C'est surtout ça. Parce qu'il faut pas qu'il y ait une accaparation du pouvoir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ça me chauffait tellement que... Vraiment, il fallait que je le sorte et je l'ai sorti. Merci pour votre attention. Oui, donc je disais que vous m'avez donné la parole sans que je la demande, mais je la prends quand même. Et je sais que je la prends parce que je suis arrivé un peu en retard, parce que je suis parmi les derniers. Qu'est-ce que je peux dire de tout ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, louer cette initiative. C'est une très bonne initiative. Je suis monsieur Jean-Paul Ebenga, je suis arrivé en France depuis 1978 et je suis professeur de physique-chimie de profession. C'est vrai que je m'intéresse aussi aux activités politiques et je sais que dans ces activités politiques, ce qui m'attire le plus, c'est le fait que je sois convaincu de la réconciliation des Congolais. Je suis d'autant plus convaincu que je souhaite que ce soit le point culminant de la politique du Congo, compte tenu du fait que j'ai vu ce pays se dégrader, se disloquer par des guerres à répétition. Je souhaite qu'il y ait un sursaut de mes compatriotes, de savoir qu'ils appartiennent à un même pays et ils doivent avoir un même destin dans un pays radieux. Alors là, c'est vrai que les analyses font, ou la constatation fait que tous nous relevons le fait que le pays va à volo. Et donc il y a des courants politiques qui s'instaurent, des courants de réflexion. Et là je constate qu'il y a un qui est là en train de prendre corps, c'est une très bonne chose. Et je souhaite que si ce courant accède au pouvoir, il faut qu'il réfléchisse en amont pour savoir ce qu'il doit faire si une fois il a la charge de gérer le pays. Donc je suis très admiratif par rapport à ce qui se fait maintenant, quand je vois mes compatriotes réfléchir en amont de façon très approfondie, mais je sais que chacun de nous a ses approches. Moi peut-être que je ne partage pas fondamentalement par rapport aux approches, ce qui se passe, ce qui se dit,
parce que je sais que pour notre pays, nous n'allons pas avoir une théorie sociale qui valorise l'ethnie ou la tribu. Et là, excusez-moi, quelque part, de ce que je viens d'écouter, je crains que l'on croit que le Congo n'est constitué que d'ethnies, et ce sont des ethnies qui se battent, des ethnies qui se font des responsabilités à tour de rôle. Ça, vraiment, je ne partage pas cette logique. Et en tant qu'enseignant, moi, je me repose sur l'éducation, la formation, l'école. Parce que c'est peut-être la base qui unit tous les Congolais. Si vous passez par l'école, vous savez ce que c'est que l'administration d'une structure sociale, d'une structure économique. Et là, il n'y a plus de tribu. C'est la connaissance. Vous vous assemblez, vous êtes des médecins, vous vous assemblez et c'est votre profession qui vous impose de vous associer. Vous ne pouvez même pas vous distancer. Puisque vous réfléchissez de la même manière, vous avez les mêmes exigences. Et je crois que pour notre pays, c'est peut-être par l'éducation, l'enseignement, sur lequel il faut se reposer, valoriser, et je crois que tout va en découler. Je crois avoir terminé dans ma petite intervention, mais enfin, je reviens encore sur ce que vous faites. C'est une très bonne chose, je vous encourage, et je sais que j'ai des échanges avec un certain nombre des compatriotes qui sont ici, qui sont même à la tête de ce courant qui prend corps. Je continuerai à me débattre échanger avec eux. Je vous en prie, je m'arrête là. Merci. Caleb. Alors, vous allez m'excuser, hein, je me permets de prendre la parole parce qu'il y a des participants qui sont en train de partir et c'est normal. Il y a certains qui vivent un tout petit peu loin, sinon loin. Moi, je pense à mon vieux Babakana, il est du côté d'Orléans. Tout ça, enfin, je voulais tout simplement dire qu'on va constituer des groupes de travail. Et ces groupes de travail seront organisés par visioconférence. Hein, on n'est pas obligé d'être au même endroit pour travailler ensemble. Donc on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire des réunions en visioconférence. Donc ceux qui sont en province, qu'ils ne s'inquiètent pas. Il y en a même d'autres en dehors de la France. Moi j'ai reçu beaucoup de contributions des compatriotes Congolais qui vivent ou en Belgique ou en Espagne, beaucoup aux États-Unis, et ils demandent même qu'il y ait une table ronde aux États-Unis une fois qu'on aura suffisamment avancé. Donc c'est pour dire que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de Congolais. Donc ne vous inquiétez pas, pour les groupes de travail, ça va se faire par visioconférence. Donc il y aura un accompagnement pour l'utilisation, en tout cas la prise en main de ces outils. Effectivement, je n'ai pas envie d'utiliser le mot sélection, mais ceux qui vont vraiment être actifs dans ces groupes de travail-là, on a pensé qu'il ne fallait pas non plus qu'ils soient pléthoriques. Le chiffre n'est pas encore arrêté, mais on en discutera tous ensemble très prochainement. Donc c'était juste là un point que je voulais relever. Même quand il est arrivé qu'il y en ait qui effectivement veulent le maintien de l'action présidentielle, mais il ne dit pas avec autant de pouvoir. Voilà donc la première conclusion qui fait l'unanimité, disons, au sein de l'auditoire. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut modifier. Même quand effectivement il n'est plus là, donc monsieur Matingou, il dit oui, le président, mais enfin, disons, il faut que l'institution premier ministérielle soit rotative. C'est lui qui l'a dit, il n'est plus là. Bon, donc, vous voyez que, franchement, tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne peut pas garder l'institution exécutive telle qu'elle est, notamment l'institution présidentielle. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut la modifier. Deuxième élément également qui est ressorti et qui a été principalement, mais de toute façon c'était la première intervenante, donc par Madame Niali, qui a dit qu'il fallait réduire le gouvernement. Et en fait, si j'utilise le terme technique, elle a dit en fait ceci: il faut revenir donc à une organisation régalienne de l'exécutif, ne mettre sur pied que les ministères régaliens. Oui. C'est envisageable. Et par exemple, quand on va dire 7 oui au maximum, disons 10 ministères, et de ces ministères, par exemple, on peut créer ce qu'on appelle donc des sous-ministères, c'est-à-dire des secrétariats d'État. On peut le faire. Et c'est bon au plan, effectivement, économique, parce que ça permet, effectivement, de ne pas perdre autant d'argent, surtout quand on sait qu'au-delà, effectivement, disons, des salaires faramineux que, disons, M. Sassou Nguesso a mis sur pied.
mais que le gros lot, effectivement, disons, réside dans les malversations que commettent ces personnalités qui n'ont aucun sens de l'État. Donc, je pense que c'est un élément important. Et quand elle l'a dit, elle est intervenue en premier, beaucoup, effectivement, sont également revenus sur le fait que non, il faut terminer avec ces mastodontes, effectivement, ministériels. Je suis d'accord avec elle, et ben, c'est la deuxième, effectivement, disons, conclusion de ces différentes interventions. Autre élément également que j'ai noté donc, dans ces conclusions, sincérité et engagement des membres de l'équipe gouvernementale sur les problèmes du pays pour faire contrepoids au chef. En tout cas, tout juste avant, effectivement, disons que nous réunissions, il y a un compatriote parmi nous, moi c'est la première fois que je le vois Mme Niali, mais un compatriote parmi nous était en train de me dire que selon les informations qu'il aurait eues, quand M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, s'il y a effectivement un membre du gouvernement qui contredisait, qui prenait parole pour dire non, Monsieur le Président, c'est pas ça, il n'y avait qu'elle. Il n'y avait qu'elle. Elle ne loupait pas une occasion pour faire des remarques, disons, à Sassou Nguesso. Je ne dis pas du président Sassou Nguesso, mais du général Sassou Nguesso. Elle ne loupait pas une occasion. Et effectivement, ça n'a pas duré. Et ben, on arrive ici, ben, elle le dit, ben, elle l'a signé là. Que ce qui manque, c'est le sens militant et le courage, disons, des hommes politiques pour dire que non, ça passe pas. Ils sont là, ben, elle l'a dit, nous l'avons tous entendu, les gens réécoutent. Il dit, ben, tout le monde sait que c'est faux, que c'est pas bien, ce qui ont deux décisions. Mais personne ne prend le courage de dire que non, monsieur, ça ne peut pas passer. Donc, à peu près implicitement ou explicitement, c'est également revenu de façon régulière. Autre, disons, effectivement, disons, l'élément commun, bon, en fait, ça rejoint, bon, parce que on a parlé, disons, de la suppression ou bien, disons, de la symbolisation de l'institution présidentielle, mais il y en a eu également beaucoup qui ont parlé plutôt d'une présidence tournante. Voilà, donc présidence tournante, bon, en fait, on est là dans les modalités d'organisation de l'institution présidentielle, parce qu'il y a le système qui constituerait à maintenir effectivement l'institution présidentielle comme telle, ça personne effectivement confirmé, mais dans les autres formes de modalités, il y en a qui ont parlé effectivement de la présidence symbolique, c'est les plus nombreux, mais il y a eu quelques-uns également pour parler d'une présidence tournante. Bon, et au-delà de cela, disons, nuance, il y a eu effectivement M. Matingou qui a dit non, lui c'est pas une présidence tournante, mais il préfère plutôt, disons, un Premier ministre, disons, rotatif. Donc ça, je pense que c'est parmi, effectivement, les propositions que nous devons noter, parce que pour le moment, nous en sommes essentiellement, disons, aux idées à lancer, qui n'ont pas eu lieu, effectivement, je le répète, pendant la conférence nationale, parce que, effectivement, je pense que la démocratie, entre guillemets, nous est tombée dessus. Les gens ont tout de suite élaboré, effectivement, des stratégies de conquête du pouvoir, mais pas des stratégies de réflexion sur le pouvoir. Donc l'essentiel, effectivement, de nos retrouvailles ici, c'est pas, je veux dire, disons, des stratégies de conquête du pouvoir, mais des stratégies de réflexion sur le pouvoir pour tenter, disons, à l'avenir, disons, d'éviter ce que nous avons vécu jusque-là. Autre élément, mais en fait, je l'ai noté, mais je l'ai déjà annoncé, proposition d'un Premier ministre tournant. Voilà donc globalement, pour-delà des détails, hein, parce qu'il y a eu des particularités, effectivement, dans tout ce qu'on a dit, je ne peux pas, effectivement, citer le tout, mais il y a eu, disons, plusieurs interventions, disons, sur tel aspect, tel autre, ben, mais ce n'est pas l'objet de notre thème ici. Et tout ce qui est disponible sera versé au groupe de travail. Alors actuellement, donc, il est question de mettre en place le groupe de travail de deux manières. Ici, parmi nous, il y a déjà par définition des gens qui sont déjà programmés pour être dans le groupe de travail, mais on veut des volontaires qui veulent travailler sur le groupe de volontaires des institutions, sur les institutions. Le groupe de travail, d'autres qui nous rejoindront le groupe hein, à travers la communication qu'on va faire. On a d'autres Congolais qui, de loin, enfin en France ou ailleurs, qui vont rejoindre le groupe de travail. Au niveau de l'équipe de liaison, c'est comme ça qu'on préfère nous s'appeler, équipe de liaison, on va essayer de voir en sorte qu'il y ait un référent du groupe de travail par lequel peut transiter tout, notamment avec une adresse mail du groupe du travail, éventuellement une adresse mail du groupe de travail qui permet les mails de circuler. Et pourquoi pas peut-être soit sur Congo Liberty une fenêtre précise sur le groupe, sur les travaux. Autrement, ça serait peut-être une page avec un lien sur Congo Liberty pour recevoir la documentation et être capable de le consulter. Il faut qu'on trouve la formule. Un site ou quelque chose de pratique, mais je vois bien un lien ou une page
avec un lien sur Congo Liberty, où quand on y va spécifiquement sur les travaux du groupe de travail. Au niveau donc de l'équipe de liaison, je pense qu'on a une personne qui va être peut-être une déjà des personnes référentes. Je suppose aussi que les experts qui ont contribué aujourd'hui, au premier desquels le doyen Pelé, et puis les amis qui ont présenté des visios, visio et papier écrit, sont déjà d'office membres de ce groupe de travail. Ceux qui, parmi nous ici, souhaiteraient y adhérer, sont priés simplement de le signaler au secrétariat. Alors, la démarche était qu'aujourd'hui, on parlait des institutions politiques, donc on essaie d'esquisser l'architecture et les visions qui ont été partagées là sont utiles. Le groupe de travail va les approfondir pour commencer à sortir quelque chose de cohérent, en mettant en branle, parce que ça fera l'objet d'un compte rendu détaillé, parce qu'il y a plein de mots-clés qu'on doit retrouver dans la formulation. Ça sera consacré aux formes d'organisation de l'État, parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que tout le monde n'a pas le temps d'aborder les questions des compétences notamment, et la répartition territoriale, les collectivités, comment on les organise, comment on voit la configuration générale. Le doyen Bakunda Pelé vient de faire un plaidoyer contre le fédéralisme tout à l'heure, et ça fait partie donc le choix du mode de l'État, unitaire fédéraliste. Il faut qu'on soit suffisamment armé et avisé. Là également, le 7, le débat va continuer sur tout ce qu'on a vu. Le frère nous a montré les groupes régionaux, tout ce qu'il a dit va être versé dans le débat de la réorganisation administrative du pays. L'histoire des groupes, les collèges électoraux et toutes ces questions vont être discutées. La configuration du territoire, des territoires, les districts, tous les débats sur l'architecture territoriale. Ceci dit, la prochaine étape du travail, le groupe de travail devra travailler sans désemparer. Et le but ultime, c'est que le rapport qui sortira du groupe de travail sera versé dans la grande conférence sur la transition que nous allons organiser à la fin. Et entre-temps, le travail du groupe de travail sur les institutions sera alimenté par les autres tables rondes thématiques. Parce qu'il y aura des tables rondes thématiques sur l'économie, les questions de gouvernance. Là vont ressortir certainement, ils vont beaucoup ressortir les contre-pouvoirs aussi, ou faire les éléments de maîtrise du contrôle de l'État. Comment faire pour assainir la gestion des finances publiques. Donc toutes les questions clés vont se retrouver dans ces débats sur la gouvernance. Et certainement que là aussi, il y aura peut-être des propositions qui vont être réintégrées dans le dispositif institutionnel national. On verra comment ça peut se faire, mais l'un des objectifs clés, c'est de faire en sorte que les grandes décisions capitales pour la nation ne soient plus l'objet de turpitudes politiciennes. Que tout ce qui peut commander le destin de la nation ne soit plus l'objet simplement, même les projets de société politique, je veux dire des partis politiciens. Il faut qu'on ait des mots-clés, il faut que ça ait valeur constitutionnelle. Pour arrêter que quelqu'un s'amuse avec tout, que chacun arrive, il faut qu'il y ait des obligations constitutionnelles où on sait qu'en matière sociale, en matière économique, il y a des nouvelles dispositions. Donc c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir nous excuser pour le reste du travail qui n'est pas forcément cadencé au rythme que vous le souhaitez. On aimerait aller vite, mais on sollicite beaucoup le concours de tous pour faire réagir des amis qui sont plus loin qu'ici, notamment à Brazzaville. Nous avons des projets, mais tout ça, c'est les revenus qui nous manquent le plus. Parce que l'idéal aurait été que la synthèse qui est faite aujourd'hui sur les problématiques relevées aujourd'hui fasse l'objet d'un papier qui soit publié dans la semaine africaine pour dire nous sommes en train de réfléchir. Voilà les problèmes clés qui se posent à nous. Voilà les grandes orientations. Et que d'autres amis puissent commencer à réagir. Parce que notre réflexion doit se transformer progressivement en débat national pour que nous gagnions. Si nous pouvons faire en sorte qu'on insuffle l'envie d'un débat national sur ces questions-là, on aura gagné quelque chose de bien. Voilà à peu près l'essentiel de ce que l'on pouvait dire pour la suite du travail. Le 7, on continue sur les institutions, mais le volet vraiment organisation de l'État.
En même temps, le groupe de travail va naître. Je crois que l'équipe de liaison s'arrangera pour vous communiquer à peu près les modalités. Comme a dit déjà Ningwa, on a un outil sur lequel nous avons payé un abonnement. L'outil Zoom permet d'être 15, 20, 30 en discussion, vidéoconférence. On arrive à l'utiliser facilement, nous-mêmes, c'est comme ça qu'on se réunit habituellement. Donc, vous pouvez être 50 sur... et on souhaiterait l'utiliser pour que les participants qui sont partout dans le monde puissent se joindre au groupe de travail. Il y aura le référent, chaque fois, renvoie le mot de passe aux membres du groupe qui se connectent. Yo paye au coquet de la sachet dans ce pays.